Chaque jour, 1 million de personnes s'acheminent vers le centre de la région parisienne ou regagnent leur domicile. Paris en attire une grande part, ses habitants d'abord, et bon nombre de résidents de banlieue qui y ont leur emploi. 1 million de personnes franchissent journellement les portes de Paris. 800 000 viennent de l'extérieur travailler à Paris, 200 000 font l'inverse, c'est-à-dire vont travailler à l'extérieur. 1 sur 5 utilise l'autobus. 1 sur 10 utilise les voitures particulières. 14 300 taxis assurent chaque jour le transport de 450 000 personnes par jour. Sur le trajet de la voie express, on comptait 7 000 véhicules à l'heure, soit 76 000 voitures par jour, circulant sur 3 files, sans itinéraire de dégagement. Ajoutons à cela 230 000 voitures en état de stationnement presque permanent dans nos rues. Elles occupent à elles seules 25% de la surface des chaussées. En période de pointe, dans le centre de Paris, alors complètement congestionné, c'est 60% de la surface restante qu'occupent les véhicules automobiles, soit 95% d'occupation des voies publiques. Voilà, en quelques chiffres, l'état de la circulation à Paris. C'était hier matin, 11 h, sous une pluie fine mêlée de quelques flocons de neige. La voie express qui permet depuis 7 heures de traverser Paris d'ouest en est était inaugurée par M. Georges Pompidou, entouré de M. Christian Fouché, ministre de l'Intérieur, Roger Frey, ministre d'État chargé des relations avec le Parlement, André Bord, secrétaire d'État à l'Intérieur, Maurice Doublet, préfet de Paris, et Michel Caldaguès, président du Conseil de Paris. Dans la déclaration que le Premier ministre devait faire après le voyage inaugural à l'Hôtel de Ville de Paris, M. Georges Pompidou déclarait « On a trouvé le moyen de faire traverser tout Paris par une voie moderne sans en altérer le site. » Automobiliste, depuis hier matin, sur une distance de 13 km, la voie express rive droite vous permet de traverser Paris d'ouest en est sans aucune signalisation. Entre le quai du Point du Jour et la rue Willem, la voie sur berge fut mise en service le 30 septembre 66 pour permettre de franchir le pont de Grenelle à niveau séparé et assurer la liaison des 2 tronçons de la voie sur berge en direction de la maison de la radio. Une nouvelle voie provisoire à une seule file fut ouverte le 15 juin 65. Cependant, la construction du nouveau pont de Grenelle entraîna sa fermeture. Comme vous pouvez le constater, cette voie est rétablie sur 2 fils. De la rue Beethoven à la place de la Concorde, la voie n'utilise pas les berges basses occupées par la navigation et le salon nautique. Nous voici donc au premier souterrain Iéna, place de Varsovie, mise en service en 1937, fut rénové dernièrement au point de vue éclairage. Le deuxième est celui de l'Alma, mis en service en 1956, le premier de tous les souterrains, comportant à peu près les mêmes caractéristiques que le premier. Le passage souterrain Cours-la-Reine, Cours Albert Ier, mis en service le 1er juillet 1966, permet d'éviter les carrefours du pont des Invalides et du pont Alexandre III. Voici des images des travaux de ce souterrain long de 319 mètres. A noter que les plantations placées sur le terre-plein qui existait Cours Albert Ier furent sérieusement remaniées et près de 600 arbres déplacés. En ce qui concerne le passage souterrain place de la Concorde, mis en service le 11 juillet 1967, les travaux ont été réalisés en totalité à ciel ouvert. Mais il fallut, pour libérer le sous-sol de tous les réseaux de câbles et de canalisation, réaliser 385 mètres de nouvelles galeries dans lesquelles furent installés les réseaux et les canalisations. Cet ouvrage permet de rejoindre le quai des Tuileries depuis le Cours-la-Reine et aussi depuis les Champs-Élysées. À partir des quais des Tuileries et des quais du Louvre, il fallut, souvenez-vous, réaliser un viaduc plus connu sous le nom de toboggan, ainsi qu'une voie sur berge provisoire, ces 2 ouvrages ayant été inaugurés respectivement les 8 et 15 novembre. Pour la voie provisoire, des semelles en béton armées furent installées sur des pieux de 0,60 m de diamètre qui descendaient jusqu'au sol calcaire. On a compté sur ce tronçon 1400 voitures heure. Le viaduc, lui, était construit avec des travées d'une portée de 15 mètres chacune qui étaient constituées par 2 longerons en fer s'appuyant sur les portiques. Il a coûté à la ville de Paris 3 500 000 francs, soit environ 15% du coût complet
de la construction du souterrain du quai du Louvre qui lui a été mis en service hier. Sa longueur 860 mètres, sa hauteur 3,90 m. Il a été réalisé en 13 mois. Parmi ses caractéristiques, retenons 7 usines de ventilation dont va nous parler maintenant M. Gros, ingénieur des travaux publics. Ces usines ces usines d'air frais prennent l'air sur la berge et la soufflent à l'intérieur du tunnel par l'intermédiaire d'une galerie qui se trouve sur le côté droit de la chaussée. Et l'air vicié est repris en 3 points du tunnel et est renvoyé également sur la berge. Et puis alors je crois qu'il faut signaler cette fameuse porte blindée à la sortie du tunnel souterrain. Oui, enfin blindée, c'est un bien grand mot. Disons que c'est une porte étanche qui est roulante et qui est destinée en cas de crue de la Seine, donc de mettre le souterrain à l'abri des eaux. Mais pour réaliser ces travaux gigantesques, il nous faut parler de tous les ouvriers qui ont travaillé souvent dans des conditions difficiles. Combien a-t-il fallu d'ouvriers sur ce chantier? Monsieur Chabert, ingénieur conducteur de travaux, nous répond. Au point de vue main-d'œuvre, nous avions 350 ouvriers sur le chantier, en majorité main-d'œuvre étrangère. C'est une chose qui se... Quelle nationalité? Portugais, espagnol, quelques Italiens et Nord-Africains. Vous avez travaillé jour et nuit? Nous avons travaillé à 2 postes, surtout pour le souterrain. Un poste de terrassement et ensuite un poste de ferraillage et bétonnage pour le radier du souterrain particulièrement. Est-ce que l'eau vous a beaucoup gêné? Au point bas, nous avons dû faire des rabattements de nappes. Pour travailler, nous étions sous l'eau, à moins 20 cm à peu près du niveau d'eau. Sur 180 mètres environ, nous avons dû faire un rabattement de nappe, rabattement général de la nappe. Est-ce que vos hommes ont l'habitude de travailler sur ce genre d'ouvrage? Je crois que l'entreprise avait fait des chantiers à peu près analogues. C'est-à-dire nous avons sur fait le périphérique. Oui, nous avons fait le périphérique à Pantin. La porte de la Chapelle également. Et la porte de la Chapelle. La Ensuite, il y a eu le chantier de la Concorde. Et nous avons fait ce chantier-là actuellement. De la rue du Louvre au pont de Sully, 2 km de voies sur berge ont été construits, exigeant à certains endroits la construction d'un mur-chaise en béton armé. Ce tronçon est venu rejoindre la voie sur berge Sully en service depuis le 24 juin 65. Vient ensuite le passage souterrain Bercy qui est destiné à livrer le passage à la circulation de la rive droite qui est à double sens dans ce secteur. Et enfin le passage souterrain du pont de Tolbiac, construit en bordure des anciennes caves d'entrepôt de vin, constitue les 13 km de voies sur berge qui permettent maintenant d'éviter depuis le boulevard Murat 24 ponts. Du fronton de Paris, où le souvenir du grand pelotari Chiquito de Cambo est glorieusement conservé, aux guinguettes de Joinville-le-Pont, c'est la promenade touristique à 60 km à l'heure que l'on fera peut-être à partir d'aujourd'hui. C'est entre le nouveau pont du Point du Jour et celui très récent du Garigliano que l'on emprunte la voie sur berge. En point d'orgue, la tour Eiffel dominera longtemps le paysage parisien, tandis que les nouveaux buildings du front de Seine commencent à dresser leur architecture puissante. Le pont Mirabeau, construit en 1895 par Jean Rézal, est un remarquable spécimen d'architecture métallique avec son arche unique à grande portée. Le souvenir de Guillaume Apollinaire flotte sur les eaux qu'il domine. Voici le nouveau pont de Grenelle. La statue de la Liberté, réduction de la statue colossale érigée à l'entrée du port de New York par Bartholdi, le précède en figure de proue. La maison de la radio domine la rive de son immense bâtiment annulaire dominé par une tour de 65 mètres. Nous avons bordé l'île des Cygnes, où Anatole France fit rêver Jérôme Coignard. Voici le pont de Bir Hakeim que le métro surmonte depuis 1906. Les assises du pont d'Iéna sont décorées des aigles de l'Empire. Il est entouré du palais de Chaillot, qui fait face à ces groupes équestres, tandis que la tour Eiffel encadre et peut-être renferme le magnifique façade de l'école militaire due à Ange Gabriel. Le musée d'art moderne, avec ses sculptures d'Aristide Maillol, l'île de France et la montagne. Continuons notre chemin à la sortie de la place de l'Alma, le monument au poète polonais Mickiewicz, héros de l'indépendance, par Bourdelle. Mais déjà, survient le Grand Palais et son quadrige moderne style jetant dans le ciel de Paris ses sabots couleur d'espérance. La statue équestre d'Albert Ier, roi des Belges, le roi soldat, bronze par Armand Martial datant de 1938. Avant de s'engouffrer dans le souterrain de la Concorde,
une vue de l'ancienne place Louis XV, puis de la Révolution et de son obélisque fameux. On sort près du musée de l'Orangerie, et déjà se dessine, au loin, la silhouette harmonieuse du pavillon de Flore dont la façade domine le pont royal. 1 kilomètre de circulation souterraine et l'on découvre à hauteur de l'eau l'hôtel de Salm qui abrite la chancellerie de la Légion d'honneur. La gare d'Orsay et sa grande horloge, construite en 1898 sur les ruines du palais d'Orsay, incendié en 1871 par la commune. Ici, la voie royale remonte l'échelle du temps, l'Institut de France et sa coupole fameuse, le palais de justice et sa façade sur la rue de Harlay évoquée par Anatole France dans Les Dieux ont soif, près de lui la conciergerie, où habitèrent les empereurs romains, puis les premiers rois capétiens, bouleversés par les révolutions et les architectes, immeuble sinistre et puissant, où les Girondins chantèrent et où Marie-Antoinette espéra au milieu des ombres tourmentées chantées par André Chénier. L'Hôtel-Dieu, vaste hôpital reconstruit en face de la fondation du Moyen-Âge. Une courte vision sur la flèche de la Sainte-Chapelle. Le dôme du Panthéon. Les tours de Notre-Dame. Et puis les beaux hôtels de l'île Saint-Louis, où le souvenir de Baudelaire fréquente l'hôtel Lauzun. L'île finit en douceur par ce bel immeuble aux formes courbes, habité en son étage par Michel Morgan. La nouvelle faculté des sciences s'étale le long du quai Saint-Bernard. La gare d'Austerlitz annonce la sortie du Paris des arts et de l'histoire pour celui non moins pittoresque du labeur et des vins. Des palais de Paris aux maisons de notre histoire, des quais littéraires au quai de Bercy, la voie express nous a menés dans ce pittoresque charroi disant le renom de la Bourgogne ou de Baudelaire. Bientôt, voici les chevaux du champ de course de Vincennes. Joinville-le-Pont, la Marne et ses guinguettes. Une rivière ombreuse, du petit vin blanc, des frites, des caboulots et des chansons. C'est la nouvelle traversée de Paris.